Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui poursuivre donc la réflexion que j'ai commencée la semaine dernière au sujet de l'analogie. Je vous rappelle que l'intérêt principal de ce concept, c'est qu'il est à mes yeux à la base, si vous voulez, de toutes sortes d'autres opérations et processus bien reconnus dans la linguistique cognitive, catégorisation, métaphorisation, etc. Donc, on avait commencé à voir la semaine dernière que l'analogie, au sens où je la conçois, regroupe différents types de processus. D'une manière générale, elle évidemment s'inscrit dans le cadre de la théorie de Gentner sur le mapping, et puis elle inclut la question de la catégorisation et de la conceptualisation, et les différentes sortes d'iconicité. Alors, j'étais allé un peu vite, donc je vais revenir sur la notion d'iconicité, qui est donc définie par Olga Fischer comme une ressemblance ou une analogie entre la forme du signe et l'objet ou le concept auquel le signe réfère dans le monde, ou bien dans notre perception du monde. Et il y a donc une analogie qui est de type hétérogène. On reviendra sur cette distinction entre analogie homogène et analogie hétérogène. C'est une distinction importante. L'iconicité est clairement un type d'analogie qui est hétérogène au sens où elle repose sur une similarité entre deux ordres de choses qui sont d'une nature complètement différente. Un signifiant ou des sons, etc., du côté de la forme du signe, et puis un objet, des concepts, etc., du côté du référent ou de la signification. Deux types d'iconicité sont distingués classiquement. Une iconicité qu'on appelle l'iconicité d'image, qui est une analogie qu'on peut dire a priori binaire, et puis une iconicité diagrammatique qui est proportionnelle, qui correspond à une analogie proportionnelle. L'exemple qui est donné traditionnellement dans la littérature, c'est un exemple emprunté à Jacobson, qui a lui-même utilisé, Weni, Widi, Wiki. Dans ce cas-là, si vous voulez, autant dans l'iconicité d'image, j'avais, je crois, donné des exemples, mais bon, c'est un point que je n'aurai pas le temps de développer là cette année, mais c'est un des points, si vous voulez, quand même les plus intéressants et les plus novateurs dans la linguistique contemporaine, c'est l'idée que les sons eux-mêmes sont porteurs de signification. Que le I renvoie des choses petites, etc., le A des choses grandes et lourdes, lointaines, etc., etc. Bon, je donne souvent un exemple tout bête, mais j'aimerais bien un jour d'ailleurs qu'un étudiant fasse un mémoire sur les dénominations des personnages dans les livres d'enfants. Parce que dans les livres d'enfants, la petite souris, elle s'appelle toujours Mimi, ou s'appelle jamais Momo, la petite souris, parce que le I renvoie à du petit. Et quand vous avez des personnages méchants, il y a toujours des creux, greux, des choses comme ça, des R qui apparaissent, etc. Donc, si vous voulez, les livres d'enfants sont intéressants parce que les auteurs, en général, intuitivement retrouvent des sonorités qui parlent aux enfants. Bon, bref, l'iconicité d'image, elle est liée à ce rapport direct entre signifiant et signifié. Je pense que j'avais dû vous donner l'exemple de Maluma, Takete, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Je vous signale, mais je vous le redirai, que j'organise avec un de mes collègues les 4 et 5 mai de cette année un colloque, le premier colloque international organisé en France sur ce sujet, qui est sur le symbolisme phonétique, et c'est vraiment un sujet extrêmement important dans la recherche contemporaine. Plus classique donc est ce qui relève de l'analogie proportionnelle et donc de l'iconicité dite d'iconicité diagrammatique. Alors, c'est quoi cet exemple Weni, Widi, Wiki? Ça veut dire simplement que, vous voyez, vous avez cette phrase, elle dit une succession d'événements, et tout simplement, les mots dans la phrase se suivent de la même façon. Donc, il y a là quelque chose à quoi on ne pense même pas tellement c'est évident, mais qui est quand même un type d'iconicité assez prégnant dans les langues. Alors,
il y a toute une discussion pour savoir s'il y a une opposition entre ces deux types d'iconicité ou s'il y a un continuum, mais c'est une discussion qui est loin d'être terminée. Ce sont quand même des processus assez différents à mon avis. Et dans les langues, la plupart du temps, c'est l'iconicité diagrammatique qui est la plus étudiée et qui est la plus évidente. Et donc, vous voyez, ça c'est un des classements possibles des phénomènes d'iconicité. Mais, comme je vous le disais, je crois déjà la semaine dernière, quand vous suivez cette classification, vous voyez que l'analogie apparaît comme un sous-cas de la métaphore qui est un sous-cas de l'iconicité diagrammatique, etc. Dans le raisonnement que je vous propose, l'analogie est à la base de la notion même d'iconicité. Donc c'est un emploi un peu différent de ce concept, de ce mot. Alors, j'avais conclu, me semble-t-il, la semaine dernière en disant que cette analyse, cette linguistique de l'iconicité, qui s'est beaucoup développée depuis un certain nombre d'années, Olga Fischer, dont je vous parlais tout à l'heure, est la responsable d'un projet de recherche qui est basé à l'université d'Amsterdam, mais qui travaille en collaboration avec toutes sortes d'autres universités. Et elle organise tous les 2 ans un colloque international sur le sujet, donc depuis maintenant, je ne sais pas, plus de 10 ans, je crois. Donc c'est un sujet qui commence à être bien balisé et qui a en tout cas acquis, si vous voulez, une notoriété scientifique qu'il n'avait pas au départ. Parce que le fait de travailler sur des relations iconiques semblait s'opposer au principe saussurien de l'arbitraire du signe. Mais en réalité, quand on travaille sur la question de l'arbitraire, et ceux d'entre vous qui suivent le séminaire et qui ont entendu la conférence de Anne-Gaëlle Toutain ont sans doute été convaincus, il y a un grand malentendu dans le fait de dire que l'iconicité c'est le contraire de l'arbitraire. En réalité, il y a un niveau de l'arbitraire saussurien qui inclut, qui n'exclut pas qu'on s'intéresse aux questions d'iconicité. Parce que, si vous voulez, le plan sur lequel se situe l'arbitraire saussurien, c'est le plan de la linguistique théorique, si on veut, ou de la linguistique tout court, et ce n'est pas le plan de la description des langues. C'est simplement l'idée qu'il y a une définition différentielle des signes. Et il y a un lien consubstantiel chez Saussure entre cette notion d'arbitraire et ce caractère, disons, différentiel de la définition des unités linguistiques. Mais dans l'analyse des langues, et Saussure lui-même s'y est intéressé d'une certaine façon, on peut très bien travailler sur les problématiques d'iconicité. Alors en revanche, le deuxième point, là, il est certain, ce concept d'iconicité vient de Peirce, et en linguistique, l'exploitation de Peirce pour l'étude d'un certain nombre de phénomènes linguistiques est due à Jacobson. Donc, en particulier dans un article de 1965 très célèbre qui s'intitule « À la recherche de l'essence du langage ». Jacobson, qui est un linguiste assez génial, un type qui a fait ses premières publications à 17 ans. 17 ans, il a publié déjà des choses en linguistique. C'est vraiment un type assez génial. Et il a travaillé sur toutes sortes de domaines. C'est un des grands linguistes du XXe siècle, bien sûr. Et c'est lui qui, dans cet article, a essayé de donner un contenu d'analyse à ce concept peircien d'iconicité, un contenu d'analyse linguistique. Donc. Alors voici ce qu'il dit. Dans l'image, le signifiant représente les simples qualifiés, donc il parle de l'iconicité d'image. Dans l'image, le signifiant représente les simples qualités du signifié, tandis que dans le diagramme, la ressemblance entre signifiant et signifié ne concerne que les relations entre leurs parties. Peirce définissait un diagramme comme un représentamen qui est de manière prédominante une icône de relation et que des conventions aident à jouer ce rôle. Donc là, vous voyez que j'y reviendrai rapidement tout à l'heure parce que je n'ai pas le temps d'expliquer tout le modèle de Peirce, mais c'est un modèle extrêmement complexe et extrêmement intéressant. Mais vous voyez que la notion de convention est malgré tout présente. Alors,
là, on s'intéresse qu'à deux types d'icônes, les images et les diagrammes, mais en réalité, chez Peirce, il y a un troisième type qu'il appelle les métaphores, dans un sens très différent du sens usuel de métaphore, mais je passe sur ce point. Donc, Jacobson, dans cet article de 65, va surtout s'intéresser aux diagrammes en syntaxe, en morphologie, dans le lexique. Donc, je vous donne quelques exemples parce que ça permet d'illustrer un peu concrètement cette notion. Alors, dans le lexique, Jacobson ajoute des cas au-delà de la notion, si vous voulez, de motivation relative saussurienne qui entre dans la rubrique de l'iconicité diagrammatique. Hein, puisque, au fond, quand on a de la motivation relative du type poirier, cerisier, vous voyez, par exemple, fabriquer des noms d'arbres à partir d'un radical et d'une désinence. C'est de l'iconicité diagrammatique au sens où vous avez une régularité. Bon. Mais il y a d'autres exemples plus originaux qui sont donnés par Jacobson. Alors d'abord, il y a l'idée d'une proximité sémantique qui est traduite par une proximité de signifiant, indépendamment d'une décomposition possible. Par exemple, père, mère, frère, on peut estimer que le R, qui n'est pas un morphème du tout, hein, mais il y a quand même une proximité de signifiants qui est liée à la proximité des signifiés, puisqu'il s'agit de noms de relations de parenté. Même chose en anglais. Et puis ensuite, vous avez toutes sortes de cas avec des parallélismes sur les noms de nombres, etc. etc. Alors, deuxième type de cas du même genre, mais plus général, c'est ce qu'on appelle les phonestèmes. Les phonestèmes en anglais, c'est-à-dire que vous avez des séries, comme ça, en H par exemple, bash, mash, crash, dash, lash, etc., entre lesquelles on peut trouver un lien sémantique, hein, mais qui ne sont pas, H, l'élément H n'est pas un morphème, n'est pas une unité décomposable et on ne peut pas fabriquer on ne peut pas fabriquer des mots avec un suffixe H, etc., ou avec un morphème H. Bon, d'où cette notion qui est développée dans certains milieux linguistiques de submorphème. C'est-à-dire, un submorphème, c'est une unité comme H, par exemple, qui est porteuse d'une signification relativement stable, mais qui n'a pas pour autant un statut de morphème. Hein. Alors, un tout petit mot sur Peirce quand même. Mais j'ai pas donné les autres exemples de Jacobson en morphologie dans le lexique. Bon, bref, on va dire un petit mot de Peirce parce que pour comprendre un peu cette notion d'iconicité, il faut repasser par là. Alors là, je vous ai donné une toute petite citation que j'aime bien, qui est due à sa correspondance. Il a eu une longue correspondance avec une certaine Lady Welby. Et voilà, il explique que, vous voyez, à 12-13 ans, il lisait déjà de la logique et à partir de là, il a vu que dans n'importe quel type d'analyse, quoi qu'on étudie, on étudie des signes. Hein. Et il y a cette idée chez Peirce qu'il ne peut pas y avoir de pensée sans signe. Alors, à partir de là, il distingue trois grandes catégories qui vont être des catégories, si vous voulez, de signes, mais qui sont des modes de signification. Donc priméité, secondéité, tiercéité. Alors, vous voyez, ce sont des définitions très générales. Hein. La priméité, c'est le mode d'être de ce qui est ce qu'il est, positivement et sans référence à rien d'autre. La secondéité, c'est le mode d'être de ce qui est par rapport à un second, et la tiercéité,
c'est qu'il y a un second et un troisième, il y a la relation entre un second et un troisième qui est prise en considération. Donc ça, ce sont vraiment des catégories générales qui vont être ensuite déclinées, c'est une sorte d'ontologie, hein, ces trois types d'êtres, si l'on veut, et, qui vont être déclinées dans la typologie des signes. Alors, je rappelle que le signe chez Peirce, c'est au fond une théorie, il y a une théorie du signe qui est relativement classique par rapport à la théorie saussurienne qui présente cette originalité d'être simplement binaire. C'est une théorie ternaire avec un objet qui est du côté du référent. Ce qu'il appelle le signe ou représentamen, c'est grosso modo la forme, ou le signifiant si vous voulez, mais évidemment ce n'est pas du tout la même chose que le signifiant puisqu'il y a le référent ou l'objet qui est pris en considération, et l'interprétant ou la signification. Et tout ça est fondé sur un certain point de vue qu'il appelle le ground, la base, le fondement du représentamen. Bon, ce que je ne représente pas ici, c'est que un interprétant pour Peirce est lui-même un signe qui, à nouveau, entre dans ce schéma ternaire, et donc, en droit, l'interprétation n'est jamais terminée dans le modèle de Peirce. Alors, voici comment se présente la théorie générale des signes. Alors, ça me paraît important de vous la montrer parce que ça permet de situer la question de l'icône et de l'iconicité au sein de l'ensemble de la problématique de Peirce. Donc, à partir des trois notions de priméité, de secondéité et de tiercéité, vous avez différentes façons de concevoir le signe, et ensuite, à l'intérieur de chaque sous-cas, le représentamen peut être vu, ou la relation signe-objet, signe-interprétant, de différentes façons. Donc, il y a 9 cas, parce que tout simplement, il reconduit la tiercéité, priméité, secondéité, tiercéité, dans chacune des sous-catégories. Donc vous avez d'abord, vous pouvez considérer le signe en lui-même, comme une priméité. Alors, à l'intérieur de cela, donc vous vous intéressez au représentamen, c'est-à-dire grosso modo, si vous voulez, au signifiant ou à la forme du signe, et ce représentamen, vous le voyez, comme une priméité, une secondéité, une tiercéité. Ça fait 3 types de représentamen. Quali-signe, saint-signe, légisigne. Bon, je n'explique pas ça dans le détail, c'est simplement pour situer le reste. Et ensuite, vous voyez que c'est à l'intérieur de la rubrique dans laquelle le signe est considéré comme une secondéité, donc où on s'intéresse non pas au signe en lui-même, c'est-à-dire au représentamen en lui-même. Je vous rappelle que signe, chez Peirce, ça veut dire représentamen, ça ne veut pas dire l'ensemble, comme chez Saussure, signifiant et signifié. Donc, si on s'intéresse non plus au signifiant ou à la forme du signe toute seule, mais à la relation signe-objet, il y a 3 façons de la voir. Soit comme une priméité, cette relation, soit comme une secondéité, soit comme une tiercéité. Et c'est là qu'intervient la fameuse triade entre icône, index et symbole. Et puis ensuite, vous pouvez faire la même chose dans la relation signe-interprétant, où vous avez rem, dicissigne, argument. Il faudrait des heures pour expliquer tout le détail de ce système. Je suis bien conscient que je vous en dis à la fois peut-être trop ou trop peu, mais vous pourrez trouver très facilement sur Internet, si la chose vous intéresse, des détails sur cette classification. Mon seul objectif là, c'était de vous montrer que la triade qu'on présente souvent comme l'alpha et l'oméga de la sémiotique symbole, index, icône, n'est qu'un cas particulier à l'intérieur d'un système beaucoup plus vaste. Je n'en dis pas plus parce que je préfère revenir à mon problème qui est celui de l'iconicité. Donc ça, c'était simplement pour vous donner un petit arrière-plan de cette notion d'icône. Maintenant, si on s'intéresse à l'analogie, en tant que relation, c'est une relation entre au moins 2 choses, donc entre quoi et quoi. Et c'est là qu'il faut être clair sur le lien qu'il peut y avoir entre similarité et analogie. Alors, la similarité,
si vous voulez, elle peut être définie assez simplement comme un continuum situé entre deux seuils. Le seuil 1 étant celui où on a une sorte de déhiscence de l'identité, c'est-à-dire que on sort de l'identité, et si vous sortez de l'identité, vous commencez à avoir deux choses, mais comme on est très proche de l'identité, vous avez une similarité maximale. Si on va à gauche du seuil 1, on est dans l'identité. Donc, vous voyez que la similarité, elle commence au-delà de l'identité. Au sein de l'identité, il ne peut pas y avoir de similarité. Et cette similarité, elle peut être de plus en plus petite, mais elle demeure, cette similarité, à son point minimal, juste en amont d'une sorte de différenciation, où là, vous avez vraiment une différence entre deux éléments. Vous voyez, donc la similarité, c'est un continuum qui peut être mesuré, très souvent. Mesuré d'une manière plus ou moins objective. Mais ce qui est important, c'est que, à partir de la notion de similarité, vous voyez que vous êtes, par rapport à la question de l'identité ou de la différence, vous êtes neutre. C'est-à-dire que si vous remarquez qu'il y a une similarité entre deux entités, entre deux choses, deux situations, deux événements, deux personnes, entre deux n'importe quoi, cette similarité, vous pouvez la constater et conclure que les choses sont similaires mais différentes, ou bien dire elles sont tellement similaires qu'on peut les traiter comme identiques. Et c'est là la différence entre... c'est là qu'on va pouvoir articuler similarité et analogie. Alors, la similarité, d'une manière tout à fait élémentaire, on peut la présenter de la façon suivante. Là, je prends vraiment le cas de figure le plus simple. Vous avez deux paramètres ici, un paramètre de couleur, un paramètre de forme. Deux couleurs, rouge et bleu, deux formes, carré ou rond. Bien. On va considérer que ces éléments-là sont dans une relation d'identité. D'accord ? Et vous aurez vous avez une relation de différence complète, si vous voulez, entre, par exemple, le carré bleu et le rond rouge, parce que vous n'avez aucune propriété en commun, ni la forme, ni la couleur. Donc, en dehors, ça c'est l'identité et la différence, vous voyez, ce sont les deux cas limites de la similarité. Et tout le reste, c'est de la similarité. C'est-à-dire que entre le carré rouge et le rond rouge, vous avez une similarité fondée sur la couleur. Entre le carré rouge et le carré bleu, vous avez une similarité fondée sur la forme. Voilà. Donc la similarité, c'est simplement l'idée qu'il y a des propriétés communes. Donc si je prends comme ici des entités qui n'ont que deux propriétés, soit elles ont zéro propriété en commun, soit elles ont toutes leurs propriétés en commun, soit elles ont une des deux propriétés en commun. Alors, il faut être un peu plus précis parce que la similarité, d'une certaine façon, c'est en même temps de l'identité et de la différence. Donc, pour être plus précis, il est préférable de dire que la similarité s'oppose non pas à l'identité ou à la différence, mais à l'identité pure, où il n'y a vraiment aucune propriété en commun, où toutes les propriétés sont en commun, ou à la différence pure. Donc, il y a de la similarité à partir du moment où il commence à y avoir des différences, et il doit y avoir des propriétés communes. Donc, je vous donne quelques exemples que j'ai déjà utilisés, mais pour vous montrer que il y a une neutralité de la similarité. Alors, premier exemple, c'est un exemple tiré de jeux vidéo. Vous voyez, c'est un article qui compare deux jeux vidéo, Battlefield 4 et Call of Duty. Bon. Et donc, l'auteur de cet article dit que ces deux jeux se ressemblent, ils sont similaires, mais très différentes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, donc il conclut son article en disant on peut comprendre que les joueurs de Battlefield n'apprécient pas toujours Call of Duty et vice-versa. Donc il y a des similarités, mais c'est quand même des jeux pour lui très différents. Un autre exemple du même genre,
bipolaire ou borderline, deux troubles qui semblent similaires mais différents. Donc ça, vous avez un article qui vous explique qu'il y a une différence, même s'il y a quand même des ressemblances, il y a une différence essentielle entre ces deux types de troubles. Inversement, dans ce cas-là, vous avez une similarité qui est exploitée. C'est-à-dire que si vous montrez que les jeux vidéo et les jeux d'argent créent une dépendance similaire, eh bien, comme l'explique cet article de la presse canadienne, eh bien, vous pouvez mettre en place une clinique qui traite l'ensemble de ces pathologies. Hein, puisqu'elles sont similaires, on les traite de la même façon. Donc là, c'est une similarité qui va vers l'identité. D'accord ? Donc, on peut dire à ce stade, que l'analogie est un processus qui consiste à traiter comme identique, alors évidemment dans un certain objectif, selon un certain point de vue, hein, deux entités qui sont similaires. Donc vous voyez, c'est une sorte de passage à la limite. On est dans la similarité où on considère que pour l'objectif qu'on a, alors attention, c'est toujours dans une certaine perspective, dans une certaine finalité, dans un certain objectif, qu'on va considérer donc que ces entités similaires peuvent être traitées comme identiques. Donc ça veut dire, techniquement si vous voulez, que les propriétés communes vont être vues comme plus importantes que les propriétés différentielles. À partir de là, on peut distinguer deux types d'analogies. Donc l'analogie binaire, où on a deux éléments. Hein. Donc on a deux. Comment on peut la décrire, cette analogie binaire ? D'abord, on a deux entités, x et y, qui ne sont pas identiques. Hein. On a vu que c'était la condition. Donc, pour qu'elles ne soient pas identiques, ça veut dire qu'il y a au moins une propriété que possède l'un, mais que ne possède pas l'autre. Donc, il existe D, une propriété différentielle, telle que D de x est non D de y. Hein. Bon, c'est une formulation pseudo-mathématique, là, un peu logique, mais on comprend très bien sans la formulation. Hein. Ça veut simplement dire qu'il y a des propriétés différentielles, c'est-à-dire comme tout à l'heure, vous voyez, je sais pas, je disais qu'il y avait une similarité entre le rond bleu et le rond rouge. Il y a une similarité parce qu'il y a une différence. Il y en a un qui est bleu, l'autre qui est rouge. Donc c'est ça la propriété différentielle, là ça va être la couleur. Mais évidemment, il faut qu'il y ait une ou des propriétés communes, que j'appelle C. Donc en l'occurrence, là, rond bleu, rond rouge, ça va être la propriété de la forme, hein, le rond. Et à ce stade, vous avez de la similarité. D'accord ? Il y a de la différence et des propriétés communes. De la différence et du commun. Ça veut dire qu'il y a de la similarité. Et là où on passe à l'analogie, c'est que on va considérer que les propriétés communes sont plus importantes pour un certain sujet. C'est pour ça qu'il y a un indice S. Pour un certain sujet, ça veut dire dans une certaine perspective, les propriétés différentielles sont perçues comme étant plus importantes. Les propriétés communes sont perçues comme étant plus importantes que les propriétés différentielles. C'est-à-dire les propriétés différentielles sont vues comme des propriétés plutôt d'arrière-plan et les propriétés communes comme des propriétés de premier plan qui sont spécifiques ou saillantes, si on veut, etc. Alors, à côté de ça, vous avez l'analogie proportionnelle. Donc, l'analogie proportionnelle qui engage des relations. Alors, vous voyez, les chaussettes sont aux pieds, ce que les gants sont aux main. Bon. Là, vous avez des tas de tests qui sont faits sur ce genre d'exemple parce que ça montre les capacités d'acquérir, disons, d'établir des relations entre des éléments. Bon, du point de vue linguistique, vous avez des exemples de ce type-là. Jack Lang fut à Mitterrand ce que Malraux fut à De Gaulle, qui est une analogie proportionnelle de type discursif. Hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand vous dites Jack Lang fut à Mitterrand ce que Malraux fut à De Gaulle,
Pour les étudiants étrangers, je précise, peut-être ça ne vous dit rien, donc Malraux, c'était un ministre de la Culture très important, très soutenu par le président de la République, qui a fait beaucoup de choses en France, qui a mis au premier plan la culture. Et puis Jack Lang, c'était un ministre de la Culture aussi, à l'époque du président François Mitterrand, qui lui aussi a joué un rôle culturel extrêmement important. Il a créé des festivals, des choses, enfin des structures culturelles en grand nombre, et il a eu des budgets importants. Et sauf erreur, il n'y a jamais eu, depuis Jack Lang, d'autres ministres de la Culture qui aient eu un tel rayonnement, un tel impact, un tel soutien de la présidence de la République. Donc on peut vraiment dire qu'il y a une relation entre les deux qui est similaire. Il y a une relation Malraux-de Gaulle qui est similaire à la relation Jack Lang-Mitterrand. Mais ça veut dire aussi, cette analogie proportionnelle, on peut la formuler d'une manière binaire. On peut dire que Jack Lang, c'était une sorte de Malraux, le Malraux des années Mitterrand. Et là, du coup, Malraux devient une catégorie. Bon, vous voulez essayer celui-ci ? Alors, qui vote pour A? B? C? D? Ouais, c'est D. Puisque, en fait, il faut trouver la relation entre ça. Et ça, on l'obtient en ajoutant 1 plus 4, 5, 2 plus 5, 7, 3 plus 6, 9. Donc là, j'ai fait 1 plus 4, 6 plus 4, 10. J'ai fait plus 5, 7 plus 5, 12. Et 3 plus 6, 9, 8 et 6, 14. Voilà. On peut jouer. On peut en trouver plein. Il y en a qui sont plus ou moins compliqués. Bref, passons. Donc, je définis l'analogie de cette façon en disant que c'est un processus cognitif qui requiert ou qui repose sur une relation de similarité. Alors, un processus cognitif, ici, il faut préciser d'identification. Processus cognitif d'identification qui repose sur une relation de similarité binaire ou proportionnelle entre deux entités, relation établie consciemment ou non par un individu singulier dans un contexte singulier. Donc un contexte singulier, un individu singulier, ça veut dire que c'est là que va se nicher la perspective ou le point de vue dont je parlais, et consciemment ou non, parce que rappelez-vous, je vous ai dit dès le début que du point de vue cognitif, les analogies se font d'une manière tout à fait inconsciente. Alors, vous voyez que analogie, là, c'est un nom général pour un type de processus, et donc on peut avoir un raisonnement analogique. La catégorisation, c'est un type d'analogie. La conceptualisation, un type d'analogie. La formation d'un mot par motivation relative, c'est aussi un type d'analogie. Donc, si vous voulez, c'est le terme général qui peut être instancié par différents types de processus particuliers. Et puis, similarité, c'est la relation qui permet ce processus. Donc, il faut une relation de similarité pour faire un processus d'analogie. C'est comme ça que je différencie, pour ma part, similarité et analogie. Alors, d'autres auteurs procèdent différemment en donnant un sens, en général, un sens approximatif à similarité et un sens purement proportionnel à analogie. Vous voyez, moi je procède différemment de ce point de vue-là. Alors, quand on s'intéresse au plan linguistique, à l'analogie au plan linguistique, il faut distinguer deux choses. D'une part, le niveau individuel et le niveau collectif, et puis d'autre part, le plan des similarités, et puis le plan des processus. Si on prend le niveau individuel,
qu'est-ce que sont les similarités sur lesquelles vont se baser les analogies? Ce sont tout simplement toutes les relations et les éléments linguistiques qu'a mémorisé un locuteur, un sujet, hein, dans sa pratique linguistique. Par exemple, un enfant va va entendre chantait, dansait, parlait, etc. Il va retenir qu'il y a le son « est » quand je veux dire quelque chose qui est passé. D'accord? Et il va avoir ça qui est mémorisé. Le processus, c'est j'utilise ces relations et ces entités qui sont mémorisées pour fabriquer quelque chose de nouveau. Donc par exemple, si un enfant n'a jamais entendu le verbe bugger, il va être capable, c'est la première fois qu'il l'entend même au présent, de dire l'ordinateur buguait parce qu'il applique ça. Mais il va aussi produire des formes qu'il n'a jamais entendues. Je vous ai souvent donné cet exemple. Presque tous les enfants français disent, à un moment donné de leur maturation linguistique, ils sontaient malades, hein, pour dire ils étaient. Mais il n'a jamais entendu ça, cet enfant. À moins que ses parents soient des locuteurs douteux du français, mais bon. Il va dire ils sontaient. Pourquoi? Parce qu'il a retenu cette morphologie, mais il a mal analysé, mais il a fait un processus, hein, qui a produit cette forme qui n'est pas acceptée par la norme. Au plan collectif, eh bien, vous avez des structures disponibles dans une langue donnée, c'est simplement la description d'une langue, hein, et puis dans l'histoire de la langue, certaines modifications, hein, ça c'est l'analogie au sens onos, honor, hein, le célèbre exemple saussurien, l'analogie étudiée dans le cadre de la linguistique diachronique. Hein. D'une certaine façon, d'ailleurs, même les processus de grammaticalisation peuvent être vus comme des cas d'analogie. Alors, donc, l'analogie est un processus d'identification fondé sur une relation de similarité. Maintenant, précisons vraiment entre quoi et quoi. Alors là, les choses se compliquent, mais on peut, par simplification, dire qu'il y a 6 éléments principaux, mais en fait, il pourrait y en avoir plein d'autres. Donc, quand on met en œuvre cette réflexion sur la base de l'analogie, on va essayer de travailler sur les relations entre des éléments. Donc il faut bien dire, dans mon modèle, j'ai quoi comme élément de base entre lesquels je vais établir des relations? Alors, là, je distingue ces 6 éléments. Donc, ESM, ce sont les événements sensorimoteurs, c'est-à-dire soit l'articulation d'un phonème, hein, soit le processus d'écoute, etc. Donc, les processus sensorimoteurs qui sont in fine dans la perception ou la production du langage, qui apparaissent à la fin du processus, si vous voulez, enfin à la fin au moins en apparence. Ensuite, il y a le signifiant, le signifié. Alors bon, là, je le formule de cette façon-là, mais c'est peut-être pas exactement le signifiant ou le signifié saussurien, mais peu importe. Le signe, qui est donc l'ensemble du signifiant et du signifié. Le concept et la réalité externe. D'accord? Je prends ces 6 éléments qui me semblent être relativement consensuels pour une description de base de ce qui se produit dans le langage. Et à partir de là, vous distinguez 2 types d'analogies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un type d'analogie qui va être homogène, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, une relation entre un signifiant et un signifiant, entre un signifié et un signifié, entre un concept et un autre concept, etc. Et puis des analogies hétérogènes, où là, on va avoir une relation entre des entités qui ne sont pas du même monde, hein, qui ne sont pas du même ordre, disons, pour simplifier. Bon, on verra qu'il y a besoin aussi d'un cas un peu intermédiaire, d'analogie homo-hétérogène, mais passons. Alors, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire un tableau à double entrée, avec donc les événements sensorimoteurs, les signifiants, les signifiés, les signes, les concepts, les référents ou la réalité. Hein. Et puis, vous voyez que vous avez des analogies
homogènes et puis des analogies hétérogènes. Et l'objectif de la linguistique analogique, c'est de regarder toutes ces relations, de voir s'il y a des choses intéressantes. Alors, comme je vous le disais, il faut ajouter un cas d'analogie homo-hétérogène, c'est-à-dire à l'intérieur de l'analogie homogène, il y a des cas où il y a de l'homogénéité, mais de la différence à l'intérieur de l'homogénéité, et c'est pour ça qu'il faut introduire cette notion, mais on n'en a pas forcément besoin pour ce cours. Alors, je vous donne quelques exemples. D'analogie d'abord homogène. Des analogies homogènes, par exemple, entre signifiants, l'analyse des rimes, les problèmes de paronomase, si vous voulez, de ressemblance entre des signifiants, etc., sont pris en considération comme des analogies homogènes. Mais bien sûr, en général, vous le savez, quand vous avez fait tous probablement un peu de stylistique, l'intérêt des rimes, alors il peut y avoir un intérêt intrinsèque, c'est-à-dire qu'une rime véhicule en elle-même, dans un poème par exemple, un certain type de sonorité, qui peut avoir une valeur en soi, mais très souvent, l'étude des rimes, elle vise surtout à faire en sorte que la ressemblance ou l'identité, la ressemblance partielle des signifiants, puisqu'une rime c'est une ressemblance partielle, donc une similarité, la similarité entre les mots qui sont mis à la rime est interprétée comme une similarité entre les significations des mots. Ensuite, vous avez les analogies basées sur des similarités. Alors, je n'ai pas j'ai présenté là comme si c'était des analogies, mais en fait, d'abord, il faut comprendre qu'il y a une similarité entre signifiés qui peut déclencher une analogie ou pas. Donc là, c'est les problèmes de synonymie, de polysémie. Synonymie, c'est-à-dire des mots qui signifient presque la même chose, donc ils ont une similarité du point de vue du sens. La polysémie, c'est un mot qui a plusieurs significations, mais ces différentes significations, elles sont proches, toujours. Les similarités entre événements sensorimoteurs, eh bien, ça caractérise les phonèmes. Un phonème, c'est une catégorie phonologique qui est basée sur une similarité entre des impressions acoustiques ou entre entre des gestes articulatoires. Donc là, il y a une catégorie phonétique qui est fondée sur cette. Les similarités entre référents, ça va être l'idée qu'un concept est proche d'un autre concept. Et puis, les similarités entre signes, ça caractérise la motivation relative. Le fait qu'il y ait une similarité entre cerisier, pommier, poirier, etc., veut dire que quelque chose est là, en l'occurrence, que ce sont des noms d'arbres fruitiers. Les analogies homo-hétérogènes, alors, ce sont donc des analogies homogènes, c'est-à-dire qui, sur la base, sont sur la base d'une même, qui mettent en jeu une seule et même catégorie, par exemple ici signifiée, mais qui sont fondées sur l'idée qu'il y a quand même un écart entre les signifiés. C'est-à-dire que la métaphore, au sens de Laikoff ou Johnson, ou même au sens relativement traditionnel, elle est basée sur l'idée que vous avez, c'est une analogie entre des signifiés, mais avec une sorte de décalage. Quand on dit, par exemple, l'amour est un voyage, on dit, bon là, effectivement, c'est plus une analogie conceptuelle qu'une analogie de signifié. Mais si je prends, par exemple, le poème de Mallarmé, Lieu, lac, avec ma simple ivresse de renaître, autre que l'histrion qui du geste évoquait comme plume la suie ignoble des quinquets, Lieu, lac. Donc, métaphore des yeux et du lac. Donc là, il y a une similarité entre yeux et lac. Bon, inutile de on la voit, c'est évident à concevoir. Simplement, ça ne produit une métaphore que parce qu'il y a une grande différence entre yeux et lac. Donc ce sont des signifiés, tous les deux, donc c'est de l'analogie homogène, mais des signifiés situés dans des ordres différents pour que ça produise une métaphore. Vous savez bien que pour une bonne métaphore, elle doit être faite entre des éléments lointains.
Par exemple, vous pouvez dire, vous pouvez utiliser des noms d'animaux pour pour faire des métaphores avec des êtres humains. Cet homme est un requin, etc. Mais vous pouvez difficilement dire ce requin est une carpe pour faire une métaphore. Vous voyez, c'est très compliqué. Et puis l'analogie entre référents, c'est l'analogie formelle en philosophie des sciences. Bon, je passe là-dessus parce que c'est simplement l'idée qu'il y a un même système d'équations vaut pour des réalités très différentes. Et puis les analogies hétérogènes, alors ça va être en premier lieu, si vous avez une analogie soit entre signifiant ou événement sensorimoteur ou phone d'un côté et signifié ou référent de l'autre, vous êtes dans l'iconicité au sens de l'iconicité d'image plutôt, une analogie forme-contenu. Les analogies de Lakoff de type métaphore conceptuelle, les analogies cognitives, sont des analogies entre concepts et référents, hein, c'est-à-dire par exemple que le bien soit en haut, etc. etc. Et puis ça, c'est moins intéressant, ce sont les analogies phono-articulatoires. Alors, le dernier point que j'aimerais développer, c'est la question des fonctions de l'analogie. Parce que, quand on analyse les analogies de cette façon-là, hein, en distinguant donc les différents types de relations qu'on a entre les éléments qu'on prend en compte au départ, mais encore une fois, il peut y en avoir d'autres. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez très bien faire un tableau où vous avez des textes, un texte analogue à un autre texte, une phrase, une structure, un paragraphe, n'importe quoi peut être analogue à autre chose ou peut entretenir une relation de similarité avec autre chose. Là, récemment, il y a eu un colloque sur le premier congrès mondial de traductologie, dans lequel j'ai essayé de défendre, c'est une autre fonction, l'idée qu'entre un texte dans une langue 1 et sa traduction dans la langue 2, il y a une relation d'analogie. Et à partir de là, on peut décrire un certain nombre de choses, faire un certain nombre de calculs pour essayer de montrer que une traduction est plus ou moins bonne, entre guillemets, ou tout au moins si la qualité de la similarité est grande ou pas par rapport au texte source. Bon, il y a donc aussi là, je ne l'ai pas indiqué ici, mais une fonction traductive de l'analogie. Hein. Alors, ces 5 fonctions principales, catégorielle, régularisatrice, iconique, figurative, discursive, je pense que je vous les présenterai plutôt une prochaine fois, parce que ça va être trop long. Et je préfère donc du coup garder le temps qui reste pour cette séance pour les questions. Alors, est-ce que sur ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez des questions? Je vous précise au fait que il est probable, c'est pas encore sûr, mais que soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante, je vienne accompagné d'un collègue qui vient de l'université de Grenade, qui est professeur invité à la Sorbonne là pendant un mois, et donc il fait des conférences dans différents cours. Alors il viendra peut-être faire une conférence dans notre cours. En tout cas, c'est Antonio Pamiès qui va faire donc déjà une conférence dans le cadre du séminaire du lundi, mais il viendra aussi probablement soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante pour faire une conférence liée à la question à des questions de linguistique cognitive au sein de ce cours. Donc je ne sais pas si la semaine prochaine je finirai donc ce chapitre sur l'analogie ou si donc on aura la conférence d'Antonio Pamiès, auquel cas je terminerai la semaine suivante. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, certains d'entre vous ont déjà entendu ces explications, sans doute l'année dernière. Hein, j'ai déjà eu l'occasion dans le séminaire de présenter ces bases de la théorie de l'analogie. Mais d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une théorie. Hein. Il n'y a pas une théorie. C'est plutôt comme le disait un des conférenciers qui est venu au séminaire, dont le nom m'échappe là, un concept régulateur. Hein. C'est un concept régulateur, mais il n'y a pas une sorte de théorie très carrée, etc. C'est plutôt l'idée de prendre en compte cette notion et d'aller chercher tous les endroits dans lesquels elle se niche. Il n'y a pas vraiment une théorie de l'analogie. Bien, bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.